J'ai l'impression d'avoir passé la semaine dans une espèce de machine à laver le linge qui serait réglée sur cycle essorage à très très grande vitesse. On a eu comme une espèce de vague d'euphorie en Europe, une vague déclenchée par, vous le savez, la fin annoncée du shutdown. Pourtant, on nous avait dit que le shutdown n'avait pas tant d'importance que ça sur l'économie puisque les marchés étaient montés à l'annonce du shutdown il y a plus de 40 jours et que les marchés étaient montés pendant le shutdown qui a duré 43 jours. Et visiblement, les marchés devaient donc aussi monter après ce fameux shutdown. Mais quand je pense que la Fed se casse la tête à faire des QI pour essayer de soutenir l'économie quand ça va mal depuis près de 15 ans, alors qu'il suffirait tout simplement de fermer tout simplement définitivement les services fédéraux, c'est un peu triste de ne pas se simplifier les choses. Bref, l'annonce de la fin du shutdown a surtout fait plaisir à l'Europe qui a vécu sa meilleure semaine pendant que le Nasdaq se faisait démonter en milieu de semaine vu que plus personne ne veut de la tech subitement. À la fin de la semaine, lorsqu'on regarde les performances des indices principaux, on a clairement l'impression qu'on n'a pas tous vécu la semaine avec la même réflexion et la même perception des choses. Selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, c'était pas tout à fait pareil. Et aussi fou que ça puisse paraître, l'enthousiasme ne se trouvait pas là où on le pensait instinctivement. Et puis alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais la Suisse a obtenu le droit de payer les mêmes droits de douane que le reste de l'Europe. Youpi! Sur ce point-là, on est européen et Guy Parmelin est revenu de Washington avec une victoire. On ne payera plus 39%, mais 15%. Bon, après, quand on regarde les petits caractères qui sont en bas du contrat, on se rend compte quand même que Trump s'est fait plaisir et qu'on va quand même devoir en bouffer du bœuf aux hormones et du poulet au chlore. En résumé, on a gagné, mais Trump a fait ce qu'il voulait, vu que c'est quand même lui qui fixe les règles à la fin. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 15 novembre 2025, et Guy Parmelin est le nouveau Guillaume Tell. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, entre vous et moi, si je devais mettre un mot pour qualifier ce qu'on a vécu cette semaine sur les places de bourse mondiale, je crois que je dirais étrange. Oui, étrange parce que les marchés ont principalement fonctionné en anticipation de ce qui devrait se passer et qu'à chaque fois que ça a été confirmé, on s'est dit « Ouais, bon, finalement, on n'est pas plus avancé qu'avant ». La nouvelle principale pour le monde entier, c'était bien évidemment la fin du shutdown. On a largement abordé les sujets durant la semaine et au cours de tous les Morning Bull Live de la semaine, et on ne va pas y passer des heures. Mais nous avons entamé la semaine en apprenant que finalement, les politiciens américains avaient trouvé une sorte d'accord bricolé qui devrait permettre de faire tourner le gouvernement, de faire tourner la machine sur 3 roues en attendant la date limite, la date de péremption du 30 janvier 2026, où là, encore une fois, le shutdown devrait frapper à nouveau s'ils ne se mettent pas d'accord, ce qui est plutôt probable. Mais bon, on n'en parle pas parce que de toute façon, pour un investisseur aujourd'hui, en 2025, 2 mois et demi, c'est du très, voire du trop long terme. On va donc se contenter de passer Noël, de revenir au bureau le 15 janvier, et à ce moment-là, on reparlera du futur shutdown. D'ici là, on va se concentrer sur les éventuelles publications macro qui devraient réapparaître petit à petit avec des chiffres et des données qui ne seront pas très fiables puisqu'on sort quand même de plus de 40 jours sans rien foutre, ce qui est énorme pour un fonctionnaire. Après, quand on voit comment les données du BLS sont pathétiquement nulles quand ils bossent, on peut s'inquiéter de ce que ça va donner quand ils ne bossent pas. Mais ça, on verra au fur et à mesure. Toujours est-il que cette annonce de fin de shutdown nous a tenus en haleine toute la semaine. Les marchés américains l'ont finalement beaucoup moins bien vécu que les marchés européens. On aurait presque dit que ça arrangeait plus l'Europe que les USA. Aux USA, on en a profité pour déclencher une rotation de secteur assez massive, rotation qui a bien profité à l'Europe aussi, puisque quand tu veux sortir de la tech et acheter des trucs plus plan-plan, qui payent des dividendes un peu sympas, t'as un super marché à ciel ouvert en Europe et en Suisse. Une chose est sûre, depuis le temps que je lis les médias financiers américains, ça faisait quand même vachement longtemps qu'on n'avait plus parlé autant d'investir dans des titres qui payent des dividendes. Et de l'autre côté, ça faisait également bien longtemps qu'on n'avait plus vu autant de critiques sur les valorisations de la tech. Même si en toute fin de semaine, on a quand même vu pas mal de monde revenir sur le secteur en se disant que au cas où nous étions dans un nouveau buy de dip, ça valait quand même la peine plus ou moins de racheter du Nvidia à 181 $. Même si on a pu constater un changement de perception sur la tech et un retour sur les défensives, il faut tout de même noter que les tendances de fond sur le marché américain
sont toujours bien installés et solides. D'ailleurs, quand on dit que la tendance est notre amie, visiblement c'est toujours le cas. Une chose semble certaine, ces prochains temps, il faudra surveiller la moyenne mobile des 50 jours qui a l'air de vouloir être solide sur ses appuis et qui est devenue officiellement une zone d'achat. Bon, maintenant que le shutdown est terminé, on va donc devoir se concentrer sur le retour des chiffres macro. Apparemment, les chiffres de l'emploi et de l'inflation du mois de septembre devraient sortir tout soudain, mais actuellement, c'est surtout ceux du mois d'octobre qui posent problème. Enfin, qui pourraient poser problème. En effet, tout d'abord, comme tout était fermé, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de récupération de data comme ça se fait d'habitude, et c'est pas facile, voire impossible de les réclamer un mois et demi après. Les marchés ont donc bien compris que ça risquait d'être compliqué, pour ne pas dire impossible, d'avoir une image correcte de ce qu'a été l'emploi ou l'inflation en octobre 2025, même si on sait que c'était un mois bien pourri visiblement. Durant la semaine, la Maison-Blanche a laissé entendre que les NFP d'octobre seront publiés, mais sans taux de chômage, juste avec le nombre d'emplois créés, pour autant que des emplois aient été créés. Non, parce qu'on se souvient quand même qu'il y a quelques jours, selon des données privées, les USA auraient détruit des emplois au mois d'octobre. Et le nombre de licenciements a tout de même augmenté de 183% durant cette même période du mois d'octobre. On se réjouit donc de voir quelle tartine va nous publier le BLS, histoire de faire plaisir à son maître Donald Trump. Et ça sera très très intéressant parce que ce sont des chiffres qui pourraient bien déterminer la décision de la Fed le 10 décembre. Oui, parce que si les chiffres de l'emploi d'octobre sont aussi merdiques que ce que certains indicateurs nous laissent croire, Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser les taux. Mais en même temps, si ces chiffres sont aussi mauvais qu'on laisse entendre, eh bien ça démontrera que l'économie américaine va droit dans le mur, alors que le président dit le contraire à chaque fois qu'on lui tend un micro. Donc, et si les chiffres montrent un emploi qui est fort, ce sera sûrement un mensonge pour satisfaire la Maison-Blanche. Ce qui pourrait aussi avoir le même effet que de se tirer une balle dans le pied, parce que si on nous montre un emploi fort et une inflation qui ne baisse pas, eh ben la Fed choisira de ne rien faire. Et c'est pas non plus ce que veut Trump. Bref, ça sera pas simple et je peux vous assurer que les 3 prochaines semaines, tout chiffre économique qui sortira sera disséqué, analysé et interprété dans tous les sens afin de savoir ce que Powell va en faire ou pourrait en faire. En conclusion, après cette semaine centrée sur la fin du shutdown, on a l'impression qu'on a plus de questions auxquelles on n'est pas sûr de pouvoir répondre que de soulagement d'avoir vu cet épisode politique se terminer. Dès lundi, on va rentrer dans la période du rallye de fin d'année, et tant que Nvidia ne nous fait pas un profit warning le 19 novembre, ça devrait bien se passer. Les tendances sont en place, et on imagine assez mal une correction d'ampleur à quelques semaines de Noël, personne ne voulant gâcher la fête, et encore moins les performances de l'année. En revanche, on peut commencer à se dire que 2026 risque d'être chaud, voire très très chaud, et pas uniquement à cause du réchauffement climatique. Et puis, alors, l'autre sujet de la semaine, c'est les droits de douane entre la Suisse et les USA. Alors bon, l'histoire, vous la connaissez, un groupe d'entrepreneurs suisses et de milliardaires sont allés voir Trump pour distribuer des Rolex et du chocolat, et puis dans la foulée, Parmelin est allé ce jeudi à Washington. Et puis ensuite, il est revenu en faisant la danse de la victoire, puisque les tarifs douaniers sont donc passés de 39% à 15%. Youpi, on est les champions, enfin on a gagné un match important. Sauf que quand on prend le temps de lire les petits caractères en bas du contrat, on peut quand même se poser 2-3 questions. La presse remonte, on a d'ailleurs fait l'écho ce week-end en expliquant que oui, les tarifs sont passés de 39 à 15, mais en même temps, les Américains pourront nous envoyer tout le bœuf et tout le bison aux hormones qu'ils voudront, tout comme le poulet au chlore. En gros, la Suisse va avoir l'obligation d'accepter des denrées alimentaires sans droit de douane et qui sont produites avec des méthodes qui sont interdites en Suisse. Alors après, bien sûr, vous me direz, on n'est pas obligé d'en acheter et ni d'en manger, mais j'imagine que les prix ne seront pas tout à fait les mêmes que le bœuf du Simmental. En plus de ça, les entreprises suisses devront investir aux USA à hauteur de 200 milliards sur les 3 prochaines années, ce qui devrait inévitablement créer des jobs là-bas et en supprimer ici. En résumé, on a des droits de douane à 15%, mais depuis que Trump est au pouvoir, le dollar suisse a perdu 14%. Donc si on additionne les deux, ça fait quand même 29% de tarifs si on cumule le direct et l'indirect. Pour faire simple, Trump fait ce qu'il veut, et c'est quand même lui qui gagne à la fin. Politiquement, le Conseil fédéral peut se targuer d'avoir remporté une victoire, mais il faudra voir quand même ce que ça donne sur le long terme. Du côté des marchés, le SMI s'est enthousiasmé à l'idée de voir les droits tomber à 15%, mais sur l'officialisation de la chose, comme d'habitude, on a fait du sell the news. Nous sommes donc dans un monde où on a anticipé la fin du shutdown, et on a vendu la tech pour fêter ça, et aussi pour montrer que payer 600 ou 700 fois les revenus, ça fait un poids cher. Dans un monde où soudainement
finalement l'investissement dans les secteurs défensifs est redevenu à la mode, parce que finalement 3,5% de dividendes avec une volatilité basse, c'est quand même confortable des fois, et ça permet de mieux dormir. Dans un monde où il valait mieux être long argent et short Bitcoin, le Bitcoin s'est pris un coup dans les dents, retour sur les 95 000, sortie massive des ETF, gros délestage des gros détenteurs, des baleines comme on dit. Bref, on passe de crypto-euphorie à point d'interrogation. Le signal est clair, tant qu'il ne repasse pas au-dessus des supports clés ou des résistances clés à 100 000 $, c'est les ours qui sont dans le game. Mais attention, ça veut pas encore dire game over pour autant. On est encore dans une zone d'attente et pas dans un crash total. Pas encore. Et puis, nous sommes dans un monde où la Suisse paye dorénavant 15% de droits de douane au lieu de 39%, mais où on a un peu l'impression de s'être fait encore une fois marcher dessus par les USA. Si on regarde les performances de la semaine, vous voyez pourquoi je vous disais long argent et short Bitcoin, puisque c'est les deux extrêmes de la performance, plus 4,64 sur l'argent, plus et moins 6,28 sur le Bitcoin. Autrement, le reste, comme je vous le disais également, grosse performance des Européens. L'Espagne prend 2,8%, le CAC 2,77, la Suisse 2,64, l'Italie 2,51, et puis l'Allemagne un peu à la traîne avec plus 1,30. Il faut dire qu'ils ont eu Siemens qui s'est fait déchirer en fin de semaine. Et puis autrement, on a le pétrole qui se stabilise et le reste, vous le voyez, le Nikkei qui ne fait rien. Et puis derrière, vous avez le S&P 500 qui grappille quand même 0,08%. Et puis derrière, vous avez évidemment le Nasdaq qui se prend 0,45%, qui s'en sort bien sur la semaine. Et puis bon, on citera quand même le Dow Jones qui s'en sort mieux parce qu'il est, vous le savez, un peu plus défensif. Il gagne 0,34%, mais surtout, il a battu 2 fois son record historique au-dessus des 47 000 et des poussières. Durant la semaine, il est revenu un petit peu derrière, mais voilà. Et vous voyez pour conclure que le SOX, le Philadelphia Semiconductor Index, perd 1,96%. Signale que ça va un petit peu moins bien dans le secteur tech et moins bien dans les semi-conducteurs après un énorme profit warning d'une boîte japonaise durant la semaine. Du côté des titres suisses, alors vous le voyez sur 5 jours, eh bien c'est Richemont qui s'envole. On va en reparler par rapport à leurs résultats, mais également les droits de douane, ça les arrange puisque certains chiffres dont les résultats n'étaient pas terribles à cause des droits de douane, donc ça enlève une épée de Damoclès du côté de Richemont, donc très bonne semaine pour Richemont. Roche qui s'en sort bien, qui s'est rapproché un peu plus des 300 francs suisses récemment. Puis autrement, Alcon, bonne performance. Et Swisscom qui s'est pris 3,4% dans la figure en queue de peloton plutôt. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient beaucoup monté la semaine dernière. Voilà, globalement, un marché suisse qui était plutôt pas mal cette semaine, surtout avec une Novartis qui prend 2,37%, une Roche qui prend 6,59% et une Nestlé qui prend 1,50%. Et une Zurich qui prend encore 1%, eh bien c'est difficile de finir dans le rouge, bien évidemment. Du côté des graphiques, vous voyez que le SMI est toujours dans sa tendance haussière, oui, on est au-dessus de cette moyenne mobile rouge, qui est la moyenne mobile de référence du moment, la moyenne mobile des 50 jours. Vous voyez que si on regarde un petit peu cette tendance haussière et qu'on essaie de tirer un peu un canal, on a été chercher les hauts du canal, alors ça c'est assez impressionnant. Vous voyez qu'on avait des tops ici qui correspondent finalement à des résistances maintenant et que finalement il faut vraiment qu'on arrive à aller casser la zone des 12 860 sur le SMI pour espérer aller rechercher les plus hauts historiques. Mais voilà, plutôt pas mal. Vous voyez que sur l'annonce en fin de semaine, sur l'annonce des droits de douane, eh bien, le SMI a pas mal hésité, mais il a quand même vendu la nouvelle. On voit très bien que ces 50 jours vont faire office de support. Et puis, pour être plus précis, si vraiment les 50 venaient à casser, eh bien, on ira chercher les 12 000 sur le SMI comme prochain support baissier. En tout cas, là, on a buté sur une résistance. Et tant qu'on n'arrive pas à casser les 12 860, ça va être difficile de repartir à la hausse sur l'indice helvétique. Du côté du S&P 500, vous le voyez, on est toujours dans cette tendance haussière. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Vous voyez qu'on a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois tapé cette ligne-là, cette tendance-là, mais surtout la moyenne mobile des 50 jours qui aujourd'hui se conjoint ou s'additionne finalement à cette tendance haussière. Donc tant qu'on ne casse pas ça, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien on est toujours dans cette tendance plutôt positive sur le marché américain. Et tant que ça tient, il n'y a pas non plus de raison de paniquer. Même chose sur le Nasdaq. Là aussi, vous voyez qu'on a tenté la cassure deux vendredis de suite et à chaque fois on termine au-dessus. Donc ça, c'est assez rassurant. On voit de deux choses d'une, c'est qu'on ne veut pas aller s'installer en dessous de cette tendance. Et puis, en plus de ça, on voit qu'en fin de semaine, eh bien, les gars reviennent assez facilement pour acheter et clôturer les positions pour le week-end. Le Dow Jones a fait donc de nouveaux records historiques cette semaine avant de revenir à la case départ, mais néanmoins, il termine en positif. Et vous voyez que là aussi, la tendance est bien affirmée sur l'indice américain, le vieil indice américain,
qui représente un peu plus de défensifs que le S&P 500. On en a parlé cette semaine dans le Morning Bull Live, mais vous voyez qu'on est là aussi dans la tendance de fond bien établie et largement au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours. Le Philadelphia Semiconductor Index, c'est un petit peu plus compliqué, mais là aussi, on a tenu la moyenne mobile des 50 jours. Vous voyez, en clôture vendredi, on a été testé durant la séance, mais on termine nettement au-dessus. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Les semi-conducteurs sont un peu en difficulté. Je vous disais, il y a une boîte japonaise dont j'ai oublié le nom, Kaixo, un truc comme ça, qui a sorti des chiffres nettement en baisse. Mais c'est surtout pour tout ce qui est mémoire. Donc toutes les boîtes de semi-conducteurs qui font ça pour les mémoires ont pris cher, des boîtes comme Micron par exemple, et donc ça a mis un peu de poids sur le SOX, mais ça reste quand même plutôt bien établi parce qu'on tient aussi là aussi la moyenne mobile des 50 jours. Là on verra la semaine prochaine les résultats de Nvidia qui seront aussi décisifs pour cet indice. La France a été chercher des plus hauts historiques cette semaine, on termine un peu en dessous, mais on a tapé intra-séance, mais pas en closing. Mais voilà, on est quand même allé chercher au plus haut sur le CAC 40, on est allé chercher les 8314,23 intra-séance. On termine quand même à 8171, bien plus bas. Mais l'un dans l'autre, on a de nouveau buté là, dans ce cas-là, sur cette résistance qui est difficile à franchir pour l'instant. Même si, de nouveau, le contenu du CAC est plus supposé apprécier, entre guillemets, les indications positives du fait qu'on revienne un petit peu sur les valeurs défensives. Le DAX, toujours en consolidation latérale, vous le voyez, ça c'est évident, il ne se passe plus rien sur le DAX, autant il était très très dynamique ces derniers temps, mais autant là on est dans une grosse consolidation latérale où on n'arrive pas à sortir ni par le bas ni par le haut. Cette semaine aussi, je vous le disais, Siemens s'est fait démonter la tête, donc forcément, ça pèse un peu dans le DAX, mais notez les 23 220 à la baisse et les 24 745 à la hausse. Si on sort de ce range-là, ça pourrait être relativement intéressant du côté de l'indice allemand. Et puis alors l'or qui va dans tous les sens, qui hésite toujours, mais toujours bien installé au-dessus des 4000. Pour l'instant, c'est plutôt des ajustements de position, on va dire, mais il y a eu 2-3 mouvements assez erratiques sur l'or. La conviction qui va aller à 5000 est toujours assez forte, mais on voit que c'est devenu un instrument de trading plus que, on va dire, quelque chose de fondamental où on se dit oui, j'achète de l'or pour être rassuré. Non, il y a beaucoup de traders qui se sont mis là-dessus et qui vont jouer, qui essaient de jouer à très court terme, ce qui fait que ça donne un peu plus de volatilité. On le voit d'ailleurs avec l'amplitude des candlesticks quand vous regardez le graphique. D'habitude, c'était beaucoup plus petit les mouvements intraday. Aujourd'hui, on a des grosses journées et surtout à la hausse, des gros mouvements haussiers qui s'affichent sur le graphique régulièrement. Le pétrole, il oscille toujours entre les 58 et les 60. La résistance pour moi est à 61,52. Si on revient là-dedans, ça voudrait qu'on a cassé la moyenne mobile des 50 jours là aussi. Et donc on pourrait avoir une accélération. Pour l'instant, on a pas mal de chiffres contradictoires. D'un côté, on a les gros chiffres de production parce qu'il n'y a pas vraiment assez d'absorption au niveau des consommateurs. Et puis aux États-Unis, on dit l'inverse, qu'apparemment les stocks sont un peu courts. Donc du coup, ça rebondit en fin de semaine. Bref, on ne sait pas trop où on va et il n'y a pas trop de considérations géopolitiques pour l'instant pour nous donner une direction. Petit détour par l'argent, à noter qu'il finit relativement bien la semaine, même si, enfin, il finit relativement bien une belle semaine, mais il y a quand même eu des prises de profit en fin de semaine. Vous voyez que là aussi, on est allé chercher les plus hauts historiques sur l'argent, et puis on revient de nouveau relativement violemment, ce qui pourrait nous emmener en direction des 47-48 $, ce qui serait la moyenne mobile des 50 jours là encore. Pour l'instant, on n'y est pas, mais effectivement, ça ressemble fortement à ce qu'on appelle un double top sur l'argent. Et puis alors, on termine avec le Bitcoin, qui perd quand même 23% depuis les plus hauts à 126 000 qui datent pour mémoire du 8 octobre. Donc la correction de ce mois d'octobre et de mois de novembre est assez violente. Hier, on était carrément en dessous des 95 000. Là, on rebondit un petit peu. Alors, le lieu commun, effectivement, comme je le disais avant, c'est les 100 000. Il faut qu'on revienne au-dessus des 100 000 pour donner un peu d'espoir. Si on va chercher beaucoup plus bas, on va avoir des gros soucis sur le Bitcoin. Il y a pas mal d'inquiétudes. Pour l'instant, les gens sont un peu, j'ai envie de dire, au bord de la crise de nerfs. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Parce que c'est clair qu'on voit le graphique comme ça. Ça fait un tout petit peu peur. Et on pourrait, dans le cas d'une cassure des 91 000, on va dire, aller chercher cette fois les 80 000 assez rapidement sur le Bitcoin. Attention quand même. Et néanmoins, sur les 91-92 000, il y aura peut-être des acheteurs qui vont venir se repositionner. C'est quasiment une certitude.
On attaque maintenant les vedettes de la semaine. Donc Roche vient de sortir un gros missile dans la bataille contre la sclérose en plaques. Son phénylbrutinib a cartonné en phase avancée, phase 3. Le truc réduit les rechutes bien mieux qu'Aubagio sur presque 2 ans. Et dans une autre étude, il fait jeu égal avec l'Ocrevus maison pour freiner la forme progressive. Autant dire que la concurrence interne est violente chez Roche. Le phénylbrutinib fait partie des fameux inhibiteurs BTK, vous le savez bien sûr, la classe de médoc où tout le monde s'est cassé les dents, sauf Roche. Et l'idée, c'est cibler précisément l'auto-attaque du système immunitaire au lieu de tout éteindre comme un bourrin. Bref, pour Roche, c'est un bon lundi et pour Sanofi, c'était un peu moins fun. Et si vous n'avez pas tout compris, rassurez-vous, moi non plus. Par contre, on a quand même pas mal d'avis positifs pour Roche, qui a failli retester ses plus hauts du mois d'octobre. L'analyse de l'UBS est même beaucoup plus fan du titre qu'avant. Ça pourrait d'ailleurs aider Roche à retourner au-dessus des 300 francs suisses ces prochains temps. Vous voyez le graphique, alors là ça va dans tous les sens, hein, c'est assez violent, les mouvements sont violents. On a vu récemment la hausse qu'on avait eue durant le mois d'octobre qui était justifiée par les histoires d'investissement et les histoires des négociations au niveau des tarifs des médicaments avec les États-Unis. Et on était cherché quasiment les 300, on a rebaissé pour revenir en bas du canal, les 260, et on est remonté de nouveau de 30 balles. Donc c'est un bon titre pour faire du trading, visiblement. Ça marche toujours plutôt pas mal. Mais si vous prenez par exemple la tendance de fond aujourd'hui qu'on a depuis le point bas ici, vous voyez que gentiment, on est en train de dessiner un canal haussier. Alors c'est pas un canal haussier vertical, hein, mais c'est un canal haussier qui monte bien, qui dit que ça va être assez tranquille, mais la hausse est bien affirmée sur Roche, et c'est assez intéressant. D'ailleurs, si on fait un copier-coller de cette tendance, eh bien, on voit que là aussi, on est passé par une résistance qui était à 295, et que maintenant, la résistance, eh bien, ce sera plus ou moins les 300 balles sur Roche, et si on casse ces 300, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres pour remonter beaucoup, beaucoup plus haut, en tout cas dans un premier temps, à 312 francs suisses sur le bon Roche. Donc ça va un peu mieux et puis ça se dessine, hein. Donc si on revient sur les 263 ces prochains jours, sortez vos comptes en banque et rachetez du bon Roche. Richemont vient d'annoncer des chiffres semestriels qui brillent presque autant que leur diamant. Malgré un franc suisse qui joue les poids lourds et des coûts qui ressemblent à une facture de restaurant Hackstad, le groupe a fait plus 10% de croissance à taux constant avec un vrai turbo au deuxième trimestre, plus 14%. La joaillerie Cartier en tête reste le moteur nucléaire du groupe, plus 9%, pendant que l'horlogerie fait un petit coup de mou avec une baisse de 6%. Probablement lié un peu avec les droits de douane. Les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient cartonnent. L'Asie se réveille doucement et la Chine recommence à montrer des signes de vie. Le bénéfice net a explosé, 81 milliards contre 458 millions l'an dernier, en grande partie grâce aux effets de change. Mais Johann Rupert reste prudent. Le monde est incertain et la Chine bipolaire selon lui. Entre droits de douane et chiffres trimestriels, on notera que Richemont aura vécu une belle semaine, tout comme Swatch également. Vous voyez le graphique de Richemont. Alors on termine en hésitation, on va dire. On est allé combler le gap qu'on avait laissé à l'époque ici sur Richemont. Ça c'est déjà une plutôt bonne nouvelle. Et vous voyez que, eh bien, on repart à la hausse maintenant. Donc très belle semaine, très bonne nouvelle sur Richemont. Tout va très bien. Le graphique pourrait nous ramener gentiment en direction des 188 sur Richemont. Mais il va falloir digérer un peu cette bonne semaine. Ça me paraît difficile qu'on puisse continuer à monter verticalement, mais peut-être qu'à partir de là, on peut reconstruire. Et vous voyez que là aussi, la tendance haussière sur Richemont est plutôt bien infirmée depuis la fin de l'été. Donc on peut se laisser porter par la vague pendant quelques temps et puis sur repli et point d'entrée à 158 francs suisses sur Richemont. Swiss Life continue son année 2025 comme un bon assureur suisse, pas spectaculaire mais solide comme un coffre-fort. Les revenus des commissions grimpent gentiment à 1,91 milliard contre 1,88 l'an dernier. C'est pas un feu d'artifice, mais ça paye le loyer et la bouffe. Les primes brutes suivent aussi la pente ascendante de... Les primes brutes suivent aussi la pente ascendante à 16,27 milliards, preuve que les clients continuent de signer, payer et re-signer malgré le climat économique en mode brouillard givrant. Bref, Swiss Life avance sans bruit, mais avance. Et dans l'assurance, c'est souvent le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. D'ailleurs, quand vous regardez le graphique de Swiss Life, on voit qu'elle avance gentiment sans faire de bruit et il ne se passe strictement rien. Sur le titre, vous voyez qu'on a un canal latéral depuis quelques temps là, où il ne se passe pas grand-chose avec des extrêmes dans la zone des 850 et un top à 885. Donc on a 35 balles pour faire du trading range sur Swiss Life. Donc si ça redescend sur la moyenne mobile des 50 jours, on peut commencer à acheter entre 858 et 851 pour jouer le rebond pour aller chercher de nouveau les 885.
mais les chiffres sont plutôt rassurants. Et donc pour ceux qui ont envie de s'amuser à jouer dans le trend, même si on peut même dire qu'il peut être même encore beaucoup plus serré, ce trend-là, eh bien, vous pouvez le faire sans hésiter. C'est du solide. Swiss Re vient de sortir des chiffres qui feraient presque passer la réassurance pour un business sexy. 4,04 milliards de bénéfices nets sur 9 mois, plus 85% sur un an. Merci la réassurance, dommage, qui tourne enfin comme une horloge suisse. Le ratio combiné tombe à 77,6%. Autrement dit, sur 100 $ de prime, il n'en dépense que 77,6 pour éteindre les incendies, littéralement, ce qui est une performance de mutant dans le secteur. Le chiffre d'affaires recule un peu, impacté par du ménage dans le portefeuille, mais côté profit, ça déroule. PNC Re triple son résultat malgré près de 900 millions de pertes dans les feux de Los Angeles. Corporate Solutions cartonne plus 10%, et seul le segment vie et santé fait la grimace, moins 12%. Le CEO Andreas Berger bombe le torse, l'objectif annuel de 4,4 milliards est largement jouable. Les analystes, eux, ils ont trouvé ça mitigé. Mais bon, quand tu fais plus 85% sur tes bénéfices, tu peux vivre avec un analyste un petit peu ronchon. Après, le titre n'a pas passé une bonne séance vendredi, mais dans une époque où soudainement tout le monde s'intéresse aux dividendes, je me dis qu'avec un rendement de 4,5%, si le titre allait chercher les 140, ce serait un cadeau. Vous le voyez sur le graphique, la ligne rouge que j'ai tracée, eh bien c'est le gros support au niveau des 140. Si on allait jusque-là, ce serait vraiment l'occasion ou jamais de sauter dans le titre pour jouer cette tendance qui, vous voyez, à chaque fois redémarre. Je ne sais pas si on va y aller. S'il y a encore un ou deux downgrades la semaine prochaine, c'est possible. Mais donc, si on va chercher ces niveaux-là, acheter de la Swiss Re sur les 140, rien que les dividendes, vous serez content après quelques années de toute manière, parce que ça devrait un rendement de dividendes qui sera pas loin des 4,5 ou 4,5-5%. Donc, à surveiller autour des 140 si on devait y aller. Pour le reste, je ne pense pas qu'elle va redémarrer demain, mais en tout cas, vous voyez que ça se passe toujours plutôt pas mal chez Swiss Re et chez les assureurs en général. On passe maintenant au en vrac de la semaine, le clencher Davis, moins 15,9%. Le partenariat avec Pinnacle a capoté, mais Yverdon ramasse quand même 74,2 millions d'euros de financement européen. L'AM chute de 16,1%, rentabilité en baisse, oui, mais meilleure que prévu. Les analystes peuvent ravaler leur scepticisme. Bioversis, son antibiotique expérimental, part en étude clinique à Singapour, un gros tampon de crédibilité. Pirelli Mobility, feu vert de l'UE. Bajaj Auto peut prendre le contrôle de l'Autrichien en perdition. La banque cantonale de Bâle-Campagne arrache la prise de Radicant. Personne n'en a voulu. Filiale à problème. Fin de l'histoire. Klingenberg plonge dans une lourde perte semestrielle, mais jure que le redressement reste sur la table. Sandoz signe une licence mondiale avec Ergenix pour un biosimilaire du Pertuzumab, deal jusqu'à 152 millions de dollars. Stadler Rail rafle un appel d'offres à l'étranger. 200 locomotives Next Rail pour le fret européen au Luxembourg. Ipsomed bondit dans son cœur de métier, vente en flèche, perspective confirmée. Molecular Partner décolle, nouvelle donnée ultra prometteuse pour le MP0712 dans les cancers neuro-endocriniens. Comet révise ses objectifs à la baisse, le marché des semi-conducteurs lui fait vivre un mauvais quart d'heure. Montana Tech s'effondre malgré un chiffre d'affaires et un EBIT en hausse. Transformation en pure player aéronautique terminée, mais le marché pour l'instant n'applaudit pas vraiment. Software One, recette plus 46% grâce à Crayon, mais en organique, plus 0,6%. Cosmo Pharmaceutical obtient le feu vert au Brésil pour le Winlevi contre l'acné. Les Swiss Marketplace Group rachètent les activités suisses d'Imo Verkauf 24, montant inconnu, mais portefeuille renforcé. Voilà, fin du shutdown, fin des 39% et début des questions sans réponse. On a eu une semaine complètement schizophrène. L'Europe faisait la fiesta pendant que le Nasdaq se faisait gifler, la tech se faisait larguer puis racheter juste au cas où, et les investisseurs redécouvraient soudain que les dividendes, ça existe et c'est pas si mal à la fin. Les chiffres macro vont enfin revenir, mais seront aussi fiables qu'un rapport du BLS après 40 jours à glander. Powell devra décider à l'aveugle, Trump dira que tout est parfait, et nous, on fera semblant d'y croire, ou de ne pas y croire. Pendant ce temps, le Bitcoin retombe à 95 000 $, la Suisse passe à 15% de droits de douane, mais récupère du bœuf aux hormones en bonus, et le marché se prépare à un rallye de fin d'année, sauf si Nvidia décide de nous saboter tout ça mercredi soir. Bref, semaine étrange, confuse, mais vivante quand même. On se repose donc ce week-end parce que lundi, on replonge dans l'arène. Directement dans l'arène. Merci d'avoir été avec moi en ce samedi ou en ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter.
même si visiblement certains d'entre vous en ont ras-le-bol de mes blagues. Allez, nous on se retrouve lundi matin pour de nouvelles aventures et un nouveau Morning Bull Live. Passez un très bon week-end. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.